En 2026, l'Ukraine a utilisé tous les types d'armes. Enfin, sauf les Tomahawk, sauf les armes nucléaires, sauf les avions, sauf les F-35, qui sont armés par l'OTAN et employés selon sa doctrine d'utilisation. Vous voyez, les ressources sont épuisées. La Russie a trouvé une parade à tout cela. Tout a commencé avec les HIMARS. Voici mon point vidéo de ce lundi après-midi, le 10 août, depuis Athènes, en Grèce. Parlons de quelques nouvelles. Let's talk about some news. And let's start things off with an update. Et commençons par faire le point sur l'Iran et sur plusieurs médias qui affirment désormais que le président américain Trump est prêt à se retirer du conflit avec l'Iran, ou au moins à y mettre une pause, afin d'essayer d'obtenir une sorte d'accord nucléaire. Et la seule exigence de l'administration Trump, c'est que l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz. C'est l'unique exigence de l'administration Trump. Ouvrez Ormuz. Rouvrez complètement Ormuz. Et ensuite, nous mettrons tout en pause. Trump a déclaré à Axios que son administration, en ce qui concerne l'Iran, adopte un profil bas. Nous adoptons un profil bas avec l'Iran, a-t-il dit à Axios. We are low-keying it with Iran, he told Axios. So we've gone from, or it started with. Donc, on est passé de, ou plutôt ça a commencé avec l'opération Midnight Hammer. Nous avons anéanti leur enrichissement d'uranium, complètement anéanti. Puis on est passé à, nous avons anéanti leur armée. Ils n'ont plus d'armée. Ils n'ont plus de marine. Tous leurs navires ont été coulés. Leur armée est complètement dévastée, anéantie. Ensuite, il y a eu le blocus maritime et le récit selon lequel ce sont les États-Unis, et non l'Iran, qui contrôlent le détroit d'Ormuz. Il y a aussi eu un protocole d'accord, signé à Versailles. Ces 2 dernières semaines, il y a eu des frappes aériennes pour tenter de forcer l'Iran à ouvrir le détroit d'Ormuz, qui était ouvert il y a 3 mois. Et maintenant, on en est à faire profil bas. Faire profil bas, mec. Écoutez. Axios, écoutez. On fait juste profil bas. Tout va bien. Tout est tranquille. Tout est tranquille. Détendez-vous. On peut attendre que l'Iran cède. On fait juste profil bas. We can wait out Iran. We're just low-keying it. So yeah, that's where we are. We are low-keying it with Iran. Donc voilà où on en est. On joue la discrétion avec l'Iran maintenant. Et le Wall Street Journal comme Axios rapportent tous deux que l'administration Trump estime que si le détroit d'Ormuz est entièrement rouvert et si les prix du pétrole restent relativement bas, alors elle peut attendre que l'Iran cède parce que l'économie iranienne est dans un état catastrophique. Trump a publié sur Truth Social que l'Iran n'a pas d'argent. Il a même publié un graphique montrant que l'Iran n'a pas d'argent. 51 ans de mauvais comportement. C'est ce que dit sa publication sur Truth Social. Et il pense pouvoir attendre que l'Iran cède. They believe that they can wait out Iran. Et que l'administration Trump puisse ensuite refiler tout ça à l'administration suivante. Il n'a plus qu'à attendre que l'Iran cède pendant 2 ans, à tout mettre en pause pendant 2 ans, à reconstituer et à renforcer les stocks militaires américains. On ne peut pas rouvrir Ormuz par la force militaire. Pourtant, c'est le récit de victoire, que Trump aurait préféré mettre en avant. Il aurait préféré faire des discours, donner des interviews et dire que l'armée américaine avait forcé l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz grâce à la puissance militaire des États-Unis et à le rouvrir sans péage, sans frais, ni rien de ce genre. Trump aurait préféré défendre ce récit-là. Mais maintenant, on dirait que son administration en est réduite à dire simplement « Ouvrez Ormuz ». Ouvrez juste Ormuz. Et nous allons vous attendre, parce que votre économie est en lambeaux. En lambeaux, je vous dis. Je me demande si les rédacteurs de discours de la Maison-Blanche ont retrouvé un discours d'Ursula datant d'il y a 3 ou 4 ans et se sont dit « en lambeaux, en lambeaux ». Ça pourrait faire un bon récit de victoire, Monsieur le Président.
Leur économie est en lambeaux. Donc oui, c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer. L'économie iranienne est en faillite. Plus d'argent. On reste discret là-dessus. D'après le Wall Street Journal, le président Trump a évoqué en privé, auprès de hauts conseillers, l'idée qu'il serait prêt à mettre fin à la guerre contre l'Iran sans accord nucléaire, si l'Iran rouvrait complètement le détroit d'Ormuz. En privé, il avance cette idée. Privately, he is floating out this idea. Well, not privately anymore. Eh bien, plus en privé désormais. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Athènes? Partout où vous creusez à Athènes, vous trouvez quelque chose. Quelque chose d'ancien. Quelque chose d'ancien, de beau et de mystérieux. Selon certaines informations, Trump a dit à de hauts conseillers que l'Iran serait probablement incapable de relancer son programme nucléaire pendant sa présidence. Des responsables américains ont déclaré que Trump est patient et qu'il devrait laisser passer les derniers développements tant que les prix de l'essence restent là où ils sont. Tout ça vient du Wall Street Journal. On joue la discrétion, mec. On joue la discrétion, mec. On est passé de tout est anéanti, à « Hé, calme-toi, calmez-vous tous ». On joue la discrétion. Chill, everybody. We're low key in it. So the Houthis, they launched an attack. Donc, les Houthis ont lancé une attaque contre des unités militaires saoudiennes au Yémen, dans une zone appelée Mocha. Cela fait suite à une frappe contre les Houthis. Le Yémen est donc divisé. Et la ville de Mocha porte ce nom parce que, ou du moins le Mocha tire son nom de cette ville, le café d'Éthiopie arrivait jusqu'à Mocha. C'est de cette ville que vient le nom Mocha, car le café y était entreposé avant d'être ensuite commercialisé depuis l'Éthiopie. Donc, dans cette ville de Mocha, il y avait des troupes saoudiennes. Elles ont lancé une frappe dans des zones du Yémen contrôlées par les Houthis. Puis les Houthis ont riposté en lançant une frappe sur Mocha, où ils affirment avoir touché une unité militaire d'environ 70 à 80 soldats saoudiens. Et puis les Houthis ont aussi lancé une frappe contre une raffinerie de pétrole d'Aramco en Arabie Saoudite. Donc on dirait que les Houthis mettent déjà à l'épreuve l'alliance OTAN du Moyen-Orient. Ou bien est-ce qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, cette alliance entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan? Eh bien, ils ont signé l'accord il y a 2 ou 3 jours. Donc j'imagine qu'ils ont bien une alliance. Mais les Houthis frappent l'Arabie Saoudite. Évidemment, l'Arabie Saoudite a lancé la frappe contre les Houthis, ce qui a déclenché ces récentes frappes sur Mocha et sur la raffinerie d'Aramco. Netanyahou a rejeté le plan en 15 points du Conseil de la paix de Trump pour la phase 2 de l'accord sur Gaza. Et c'est la feuille de route, le plan, qui... Voici la feuille de route, le plan, qui prévoit le désarmement du Hamas et le départ d'Israël de Gaza, ou d'une partie de Gaza. Et cela est censé se faire simultanément. Netanyahou a rejeté cette proposition. Il a déclaré qu'il n'était pas question qu'Israël accepte cela. Selon lui, ce qui doit d'abord se produire, c'est un désarmement complet du Hamas. Les armes doivent être détruites, tout doit disparaître. Ensuite, a-t-il dit, Israël remplira sa part de cette deuxième étape du plan du Conseil de la paix. Israël rejette la prochaine phase du plan de paix de Trump pour Gaza. Malgré la pression du président américain, Netanyahou écarte le plan prévoyant que le Hamas se désarme et qu'Israël se retire simultanément. Oui, pour qu'Israël se retire de manière coordonnée. Le Hamas se désarme. Israël se retire. C'est la deuxième phase du plan du Conseil de paix. La Maison-Blanche a en fait déclaré qu'elle n'était pas trop préoccupée par cette déclaration de Netanyahou parce qu'elle y voit davantage de la rhétorique électorale qu'une déclaration réellement contraignante de sa part.
Donc selon la Maison-Blanche de Trump, ils ne s'inquiètent pas. Et j'imagine qu'ils pensent pouvoir obtenir l'accord de Netanyahou après les élections, s'il est toujours là. Alors, les élections en Israël, c'est quand déjà? En octobre, je crois. Elles approchent donc à grands pas. Mais on verra ce qui se passera avec la deuxième phase du plan pour Gaza. With the second phase of the Gaza plan. So turning our attention to project Donc, tournons-nous vers le projet Ukraine. Witkoff and Kushner. Witkoff et Kushner devraient se rendre à Kiev. Ce sera leur premier voyage à Kiev la semaine prochaine. And after Kiev, Et après Kiev, des rumeurs disent qu'ils se rendraient ensuite à Moscou. Et je dirais que, s'ils vont à Moscou, Poutine ne devrait pas rester éveillé toute la nuit à les attendre. I would say that if they travel to Moscow, Dormez un peu, président Poutine. Ne veillez pas jusqu'à minuit ou 1 heure du matin à traîner avec Witkoff et Kushner jusqu'à 6 heures du matin pour leur expliquer les causes profondes du conflit. S'il vous plaît, évitons de voir ça se produire. Passez une bonne nuit de sommeil. Laissez Witkoff et Kushner, si vous devez les laisser entrer en Russie, faire leur visite. and Kushner, if you have to let them into Russia, let them visit. Whenever they arrive, have them meet with Dmitriev. Quand ils arrivent, qu'ils rencontrent Dmitriev, et ensuite, vous pourrez être informé de cette rencontre. Quoi qu'il en soit, ils vont se rendre à Kiev, et très probablement à Moscou la semaine prochaine. La publication néoconservatrice The Atlantic publie un article intitulé « L'Ukraine est peut-être exactement l'allié dont l'Amérique a besoin ». Le pays que Trump méprisait autrefois comme un fardeau est devenu une puissance militaire. Oui, The Atlantic reprend cette fiction selon laquelle l'Ukraine serait une grande puissance de fabrication militaire et qu'elle doit absolument obtenir la licence pour les systèmes patriotes. Oui, bien sûr. Une puissance militaire qui ne fabrique rien à l'intérieur de son pays, qui fabrique tout à l'extérieur du pays et qui se fait livrer toutes ses armes dans le pays. Voilà une puissance militaire. Je suis une puissance militaire et je reçois 300 milliards de dollars d'armes livrées chez moi. Voilà une puissance militaire. D'accord. Des pièces de drones atlantiques venant de Chine, assemblées en Europe, expédiées en Ukraine. Une puissance militaire. Ils poussent très fort pour que la licence patriote aille à l'Ukraine. Zelensky continue de pousser très fort pour obtenir cette licence patriote. Pourquoi veulent-ils autant cette licence patriote? Vous avez une idée de la raison pour laquelle ils poussent si fort pour cette licence patriote? Do you guys have any idea why they are pushing so hard for this Patriot license? Everyone knows that the Patriots cannot, will not. Tout le monde sait que les patriotes ne peuvent pas, ne vont pas, ne seront jamais fabriqués en Ukraine. Tout le monde le sait. Alors pourquoi veulent-ils cette fichue licence à ce point? Pourquoi les néoconservateurs veulent-ils que l'Ukraine obtienne cette licence? Pourquoi Zelensky veut-il cette licence? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui se passe ici? Dans cet article, The Atlantic dit en fait que les entreprises du complexe militaro-industriel, Raytheon et Lockheed, empêchent l'Ukraine d'obtenir la licence parce qu'elles craignent la concurrence. Elles ont peur que si l'Ukraine obtenait cette licence, elle modifie le système patriote, qu'elle le rende meilleur, qu'elle le rende moins cher, et qu'elle devienne ensuite une concurrente de Lockheed et Raytheon. Or, je dis depuis longtemps que l'Allemagne, qui, elle, possède effectivement une licence pour les patriotes, ne voudrait pas que l'Ukraine obtienne une licence. Ils ne veulent qu'aucun pays en Europe obtienne une licence. Ce n'est pas une question d'Ukraine. J'imagine que l'Allemagne veut être le seul pays à avoir une licence. Et cela fait 4 ou 5 ans qu'ils essayent enfin de produire un système patriote ou un missile patriote sans y parvenir. Et on parle de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui n'y arrive pas. Donc évidemment, l'Ukraine n'aurait aucune chance de fabriquer et de produire des patriotes. Mais oui, pourquoi l'Allemagne laisserait-elle un quelconque pays européen obtenir une licence? Pourtant, selon The Atlantic, même les entreprises du complexe militaro-industriel ne veulent pas que l'Ukraine obtienne la licence.
parce qu'elles craignent la concurrence. J'essaye simplement de comprendre pourquoi Zelensky et les néoconservateurs insistent-ils pour obtenir une licence pour l'Ukraine. Peut-être que la clé se trouve dans cette histoire sur la Serbie. La Serbie construit une installation sur son territoire. Hier, je pense avoir fait une erreur dans ma mise à jour vidéo. J'ai dit que l'installation serait en Israël. Mais la Serbie construit en Serbie une usine de drones avec des investissements israéliens. Et Vučić, alors qu'il rencontrait le Gobelin vert lors d'une conférence de presse désastreuse, a invité le Gobelin vert à l'inauguration de cette usine de drones en septembre. Alors, est-ce que l'idée derrière la licence patriote, c'est qu'ils ont choisi un pays où ils vont lancer la construction d'une installation? Ce ne sera évidemment pas l'Ukraine. Mais ils ont choisi un endroit pour construire une installation. Et ils ont les investisseurs prêts à se lancer. Et il y a beaucoup d'argent à gagner dans tout ça. C'est pour ça qu'ils veulent la licence. Ils obtiennent la licence, puis ils disent « Vous savez quoi? À cause des avancées russes, à cause du risque que représente l'armée russe, on va prendre cette licence, fabriquer les Patriots à tel ou tel endroit, peu importe où, et donnez-nous de l'argent. Commençons à signer des contrats. Commençons à obtenir de l'argent du département d'État, du département de la Défense, du département de la guerre, des fonds militaires de l'Union européenne. » Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Je ne sais pas. J'essaye simplement de comprendre pourquoi ils veulent cette licence à ce point. Mais oui, Vučić et la conférence de presse catastrophique. Au fait, The Atlantic, qu'est-il arrivé au retour en force de l'Ukraine, au retour en force de son armée? C'était votre article il y a 3 jours. Il n'y a plus de retour en force pour l'armée ukrainienne. N'appelez pas ça un retour en force. Zelensky va vous mettre KO, Podolyak va vous mettre KO. Oui, ça venait de The Atlantic, il y a seulement 3 jours. Le retour en force, c'est fini. Et maintenant, ils poussent pour obtenir des licences patriotes, parce qu'ils sont une puissance industrielle, militaire. Enfin, bref. Bon, la Serbie, Vučić, conférence de presse catastrophique. Mais il construit une usine de drones. Et le Gobelin vert est invité. Et Vučić, lui, est en train de faire du contrôle des dégâts à grande échelle. Il est partout. Il donne des interviews aux médias. Il intervient dans des podcasts européens. Il affirme que la Serbie n'a pas changé de position vis-à-vis du projet Ukraine, vis-à-vis de la Russie. La Serbie continue de ne pas imposer de sanctions à la Russie. Vučić dit que sa priorité numéro 1, ce sont les intérêts nationaux de la Serbie. Il préfère une solution, une fin au conflit. Et il va partout. En réalité, Vučić a donné toutes sortes d'interviews au cours des dernières 24 heures. Je pense que son équipe médiatique lui a dit que la conférence de presse et le fait d'avoir Zelensky à Belgrade avaient été un fiasco complet. In Belgrade turned out to be a complete wreck. Yeah, he talks about how Serbia has the pressure. Oui, il explique que la Serbie subit la pression de 27 dirigeants puissants, représentant 500 millions de personnes. Moi, je me tiens seul pour défendre la Serbie et la position de la Serbie. Pourquoi n'avez-vous pas imposé de sanctions à la Russie? Vous êtes le seul ici à détruire l'unité européenne. Et Vučić a déclaré qu'il était resté ferme et fort face à la pression européenne. Je ne serai la marionnette de personne, dit-il. Je suis serbe et président de la Serbie. Et rappelez-vous, une fois pour toutes, que mon travail est de prendre soin de ce pays. Je l'ai sorti d'un désespoir total grâce aux plans les plus difficiles, en risquant ma propre vie, a-t-il déclaré. Plans, risking my own life, he said. So yeah, Vučić. Donc oui, Vučić explique la visite de Zelensky. Il essaie de l'expliquer et d'expliquer que la Serbie ne s'est pas retournée contre la Russie.
Elle n'a pas complètement rejoint le camp collectif de l'Europe occidentale. Elle continue de s'opposer aux sanctions contre la Russie. Un accord agricole, un protocole d'accord sur le commerce et l'agriculture, a été signé entre la Serbie et l'Ukraine. On craint qu'il puisse y avoir des échanges d'armes, mais je n'ai vu aucune déclaration allant dans ce sens. Quoi qu'il en soit, voilà pour les dernières nouvelles concernant Vučić. Vous n'auriez pas dû serrer Zelensky dans vos bras, n'est-ce pas? Je pense que la malédiction Zelensky frappe le président serbe. C'est ce qu'on dirait. Vous l'avez pris dans vos bras, vous avez respiré un peu de ce Zelensky numéro 5, et maintenant vous courez partout, vous donnez toutes sortes d'interviews et vous faites toutes sortes de déclarations pour essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. La malédiction Zelensky. C'est la malédiction Zelensky. Vous auriez dû regarder mes vidéos, Monsieur le Président. Ne prenez pas l'ours gobelin dans vos bras. Je sais que c'est tentant. Je connais cette odeur. Cette odeur est envoûtante. Elle est grisante. Elle vous attire comme la sirène qui chante. Mais vous devez résister. Vous devez résister. Alors, passons à quelques mondes de clones. Ou bien, est-ce que c'était déjà un monde de clones? Je ne sais plus maintenant. Mais commençons avec cet article du Wall Street Journal, cette tribune du Wall Street Journal. Le boom pétrolier vénézuélien de Trump s'essouffle. Que se passe-t-il avec le Venezuela et ce boom pétrolier? What's happening with Venezuela and the oil boom? Well, according to the WSJ... Eh bien, selon le Wall Street Journal, ils affirment que le nombre d'appareils de forage au Venezuela, les investissements dans les appareils de forage au Venezuela, n'ont pas augmenté au cours de l'année écoulée, depuis que Trump a enlevé Maduro, l'a enlevé illégalement. Le pays aurait le même nombre d'appareils de forage actifs qu'à la même époque, l'an dernier. Deux appareils de forage. Et selon le Wall Street Journal, les appareils de forage sont une mesure de la confiance des investisseurs. Entre 1997 et 1998, lorsque la production vénézuélienne a atteint près de 3,4 millions de barils par jour, le pays comptait environ 119 appareils de forage actifs. Même si un article de Reuters publié en avril a raison, et que 14 appareils actuellement entreposés pourraient bientôt reprendre du service sur le terrain, le Venezuela est encore très loin du boom pétrolier que prévoit l'administration. De 1997 à 1998, 3,4 millions de barils par jour. 119 plateformes de forage actives en 1987, selon le Wall Street Journal. Donc une critique très accablante du récit de Trump sur un boom pétrolier vénézuélien venant d'un Wall Street Journal très favorable à Trump. Je me demande pourquoi il publie cet article contre le président américain Trump. Ensuite, dans le monde des clowns, Trump a carrément publié sur Truth Social un message d'Hillary Clinton disant qu'elle soutient son plan pour Gaza. Il a republié le message de soutien d'Hillary Clinton au plan de Trump pour Gaza. Donc il est content qu'Hillary Clinton le soutienne. On est passé de « enfermez-la » à « elle me soutient ». Pas vrai? Enfermez-la, elle aime mon plan. Comme les choses changent. Andy Burnham cherche des moyens d'annuler le Brexit. Quelle surprise! To reverse Brexit, big surprise, according to the Telegraph, Burnham. Selon le Telegraph, Burnham a présenté un plan post-Brexit pour réintégrer les marchés uniques. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Vous vous demandez peut-être. Quel est le plan? Comment vont-ils convaincre les Britanniques que le Royaume-Uni doit revenir dans le système du marché unique? Eh bien, le plan, c'est qu'en échange d'un accès à la zone de libre-échange du bloc, le Premier ministre serait censé promettre d'étendre la protection des forces armées britanniques et de la dissuasion nucléaire à l'ensemble du continent, afin de protéger l'Europe contre la Russie, la Russie, la Russie. Comme c'est pratique. La Russie est le couteau suisse des mondialistes. Russia is the Swiss Army knife of globalist
of globalist plans, right? Of globalist Des plans mondialistes, n'est-ce pas? globalist schemes. Des opérations mondialistes, des manigances mondialistes. La Russie, c'est un couteau suisse pour les manigances mondialistes. C'est ce que je veux dire. Oui. En échange du parapluie militaire du Royaume-Uni et de son parapluie nucléaire, vous nous laisserez entrer dans le marché unique. Comme si revenir dans l'Union européenne était une sorte de prix, une sorte de privilège, un cadeau. Comme si le Royaume-Uni était réellement parti un jour. Mais waouh, waouh. Donc voilà ce qu'ils vont vous proposer, Royaume-Uni. Voilà comment ils vont présenter ça selon le Telegraph. La puissance militaire du Royaume-Uni. Et en échange, nous revoilà dans l'Union européenne. Youpi. And in exchange, we're back in the EU. Yay, hooray. Mission Aura, accomplished. mission accomplie. C'est la vidéo tout le monde. TheDuranLocals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique du Duran, prenez quelques produits dérivés, nous faisons des soldes d'été. Retrouvez-nous sur Substack et explosez ce bouton j'aime. Anéantissez ce bouton de soutien. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément cette chaîne. Vérifiez aussi votre abonnement à cette chaîne, si vous êtes déjà abonné, parce que YouTube supprime mes abonnés. Et je vous retrouverai tout demain. Prenez soin de vous. Tomorrow. Take care.